Nous allons donc démarrer cette nouvelle table ronde des rencontres d'Averroès, dont je salue tout de suite toute l'équipe organisatrice qui nous accueille et qui accueille tous les participants avec à la fois beaucoup de professionnalisme et de chaleur. C'est très apprécié en tout cas. Pour ma part, donc, je suis Fabien Escalona de Mediapart. J'anime cette table ronde avec quatre invités que je vais présenter à partir de ma droite. Donc Alfio Mastropaolo, tout d'abord, qui est politiste et qui est de l'université de Turin. À côté de lui, Déborah Cohen, qui est historienne, qui est maîtresse de conférences à l'université de Rouen et qui a publié notamment un petit livre sur le peuple aux éditions Anna Mosa, je crois, qui sera dans les signatures, donc à la suite de la table ronde. Ça me donne l'occasion d'annoncer cette séance de signature à l'issue de la table ronde. Je poursuis le tour de table avec Shaima Assabo, qui nous vient de l'université de Johannesburg et qui travaille, contrairement à son lieu d'université, plutôt sur l'Égypte. On l'écoutera tout à l'heure, et qui est politiste également. Et enfin, Albert Augian, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, et qui est co-auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont Antidémocratie, et co-auteur à plusieurs reprises, je crois, avec Sandra Laugier, qui donc écrit sur les mêmes thématiques. Donc notre thème aujourd'hui, quelle place pour le peuple en démocratie ? Bon, vous voyez, peuple, démocratie, on est dans les gros concepts bien chargés sur lesquels il serait possible de passer des heures. Donc on vous demandera l'indulgence parce qu'on va avoir 1 heure d'échange entre nous que je vais un peu animer, où on va aborder plusieurs sujets, mais évidemment on ne pourra pas tout dire, on ne pourra pas tout aborder. C'est pour ça notamment qu'il y aura la 2e heure d'échange avec le public où on prendra plusieurs questions. Voilà pour la façon de procéder. Peut-être on peut commencer aussi par dire qu'on est dans une actualité très forte, c'est-à-dire que le peuple, les élites, le peuple de la démocratie, c'est des grandes questions, comme je l'ai dit, mais évidemment, alors qu'on est à 1 an de mobilisation des Gilets jaunes, alors que de Santiago à Beyrouth, en passant par Port-au-Prince, Bagdad, et j'en oublie beaucoup, on a des soulèvements, Alger aussi, on a des soulèvements populaires très forts pour la démocratie. Et puis évidemment, une discussion aussi davantage dans les démocraties occidentales sur le populisme, qui est un mot comme ça qui revient décrire des réalités hyper hétérogènes. Donc on va essayer de rentrer un peu dans ces grands sujets-là. Alors la première question, je vais la poser à Alfio Mastropaolo, qui a beaucoup écrit sur justement les démocraties représentatives libérales et la fatigue de ces démocraties. Donc là, on est vraiment dans le thème de ces journées. Et donc un ouvrage qui n'a pas été traduit en français, mais qui est très intéressant, qui est « La démocratie est-elle une cause perdue ?» Alfio, vous avez écrit « Ce n'est pas la représentation qui a été inventée pour permettre au peuple de gouverner, mais le peuple qui a été inventé pour permettre aux représentants de gouverner. » Et donc, je vais vous demander d'expliquer cette formule. Bon, de temps en temps, on invente des formules amusantes, mais en fait, la réalité est un peu... Ah, mais il faut les assumer derrière. Oui, naturellement, pour attirer les lecteurs, il faut inventer quelque chose. Bon, en premier lieu, je vous remercie pour m'avoir invité, et donc je tenterai de répondre à votre question en faisant un peu l'inventaire du peuple. Parce que le concept de peuple a des origines très anciennes. À un certain moment, on a le problème de remplacer le bon Dieu comme source de légitimation du pouvoir. Et c'est au moment des grandes révolutions. Naturellement, on utilisait déjà le peuple, les Romains, les Grecs au Moyen-Âge, etc. Mais c'est fondamentalement avec les grandes révolutions que le principe de légitimation divine ou théocratique est remplacé par le peuple. Et qu'est-ce que c'est le peuple ? Le peuple, c'est une abstraction, il n'existe pas. Chacun invente son peuple. Et créer cette entité qui est le peuple, c'est un travail d'élaboration, d'invention fondamentalement. Et chacun construit son peuple à sa mesure. En venant ici, j'ai rencontré un cortège
Gilets jaunes, et j'ai pensé à une formule de Pasolini. Vous savez, en 1968, au moment de la grande mobilisation étudiante, Pasolini disait aux étudiants: vous n'êtes pas le peuple, vous êtes des enfants gâtés, vous êtes les enfants de la bourgeoisie. Le peuple, c'est les policiers. Les policiers, parce que c'est des enfants du peuple qui viennent de la campagne, qui viennent du sud, etc. C'est le véritable peuple, c'est eux et c'est pas vous. J'ai l'impression que les choses aient changé un peu parce que les policiers viennent de la classe moyenne, sont hyper cultivés et assez méchants souvent, mais quand même. Alors, l'enjeu de la définition du peuple est un enjeu fondamental. Dans les régimes démocratiques, il est fondamental parce que ça traîne en plus le problème du droit de vote. Et donc, il y a une lutte politique pour la définition du peuple. Moi, j'ai marqué quelques points dans cette lutte. Ça commence avec une lutte, on dit c'est le peuple. D'abord, la Révolution française, c'est la révolution du peuple, mais c'était aussi la Révolution anglaise. Les Levelers, c'était un mouvement qui prétendait de représenter le peuple, mais le peuple, c'était fondamentalement la bourgeoisie, c'était les propriétaires. Et Benjamin Constant est très clair sur ce point, parce que c'est ceux qui ont des intérêts à défendre qui peuvent faire part du peuple. Le socialisme invente un autre peuple, parce que c'est le peuple des travailleurs. C'est le peuple donc qui doit inclure les travailleurs. Et qui stresse l'idée d'un peuple bourgeois, naturellement. Il y a un énorme conflit, il y a le conflit sur le suffrage universel. Bon, je vais très rapidement, parce qu'on pourrait, raconter. Ici, j'ai une historienne à côté, je suis très effrayé de ce que je vous raconte, mais quand même. Et le fascisme. Et les fascismes inventent leur peuple. Le nazisme, il invente le folk, c'est le centre. Le fascisme italien réinvente un peuple italien qui revient à la romanité, cette idée un peu ridicule que les Italiens étaient les héritiers des Romains. C'est comme les Français qui sont héritiers des Gaulois d'ailleurs, mais quand même. Et puis, il y a le peuple des classes populaires au moment des fronts populaires. La grande mobilisation des années 30, c'est une mobilisation au nom du peuple. Et puis, il y a un autre énorme problème. Les femmes font-elles partie du peuple ou font pas partie du peuple? C'est une question très compliquée. Et il faut se souvenir que dans un des grands pays, je ne sais pas la mère de la démocratie, parce que la mère de la démocratie, on dit que c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis. Mais quand même, en Suisse, les femmes n'ont pas pu voter jusqu'en 1971. Donc, vous voyez que c'est un enjeu, celui du vote des femmes, extrêmement compliqué, celui-ci aussi. Les constitutions d'après-guerre reconstruisent le concept du peuple. Parce que c'est le peuple, et c'est une idée du peuple comme démos. C'est un peuple unifié, c'est un peuple qui a fait ses preuves, parce que la guerre, le fascisme, la guerre, la résistance ont été des preuves pour le peuple. Et alors on établit de nouveau bornes pour le peuple. Donc les frontières du peuple changent un peu. Le peuple, c'est ceux qui sont nés dans le pays, les gens du pays, mais en même temps ceux qui arrivent de loin, les immigrés peuvent devenir part du peuple, avoir le droit de vote. Une autre grande révolution, ça que je me souviens, je tentais de reconstruire en repensant un peu, le thatcherisme. Le thatcherisme fait une révolution du peuple. C'est une grande révolution populaire. Il y a un sociologue de la culture important qui écrit un article où il parle de populisme autoritaire. Et il décrit un nouveau peuple qui n'est pas le peuple du parti travailliste, c'est pas le peuple des travailleurs, c'est pas le peuple des syndicats, des organisations syndicales, mais c'est les contribuables, c'est les petits actionnaires, c'est les petits propriétaires, c'est les classes moyennes. Stuart Hall nous raconte un autre peuple. Et il lance cette idée, c'est le premier, je crois, qui utilise le concept de populisme dans le sens où nous l'utilisons en ce moment-là. Puis il y aura Taguieff, mais on en parlera peut-être ensuite. Et c'est un moment qui change, parce que c'est un peuple qui est contre les classes populaires. Ça commence à construire un peuple contre les classes populaires. Et puis finalement, il y a le peuple des populistes. Et le peuple des populistes, c'est fondamentalement un peuple ethnique, c'est ethnos, c'est pas démos. C'est des raisons
Le fondement du peuple des populistes, c'est les Français de souche, les Italiens de souche qui n'existent pas naturellement, mais c'est une construction fictive. Et puis, il y en a d'autres encore, j'ajoute, et je peux conclure sur ça parce que c'est un point assez important, et il y a le peuple des antipopulistes. Parce que les antipopulistes, eux aussi, ils ont leur peuple. Parce que leur peuple, c'est le peuple des gens cultivés, c'est l'union sacrée des antipopulistes, c'est les démocrates, c'est les multiculturels, etc., contre le peuple, disons, des ignorants, des peuples de ceux qui votent pour l'extrême droite, qui votent pour les populistes. Et ce nouveau peuple des antipopulistes est même en train de construire un discours sur le suffrage universel. Il faut faire attention. On commence à lire sur les journaux, mais peut-être sur le suffrage universel, il faudrait y penser. Pourquoi ? Il faut avoir un droit, disons, d'inscription soit au suffrage universel qui soit fondé sur l'instruction, sur, je sais pas, sur les diplômes scolaires, etc. C'est un sujet qui commence à monter en puissance et qui pourrait devenir un enjeu important bientôt. Je m'arrête ici. Merci. Déborah Cohen, la question que je posais tout à l'heure, elle visait également à pointer le fait qu'on vit dans des démocraties qui sont dites représentatives, libérales, et qui impliquent qu'on vit en quelque sorte, certains appellent ça des aristocraties électives ou des oligarchies électives. Est-ce que, si on se place dans le cadre de régimes comparables à la France, est-ce que le peuple souverain, c'est une fiction, selon vous ? Merci. D'abord, moi aussi, je prends juste une minute pour remercier les organisateurs des rencontres d'Averroès de m'avoir invité et j'attends surtout beaucoup du débat qu'on aura ensuite avec cette salle très, très impressionnante. Là. Et aussi, je voudrais dire, pour un petit peu expliquer où je me place, qu'aujourd'hui, si je suis justement très heureuse d'être là, c'est un tout petit peu étrange d'avoir cette discussion qui, j'espère, sera intéressante, mais bien posée, tranquille, sur le peuple, alors qu'en fait, je pense que là où le peuple est en jeu aujourd'hui, c'est là, peut-être à 500 mètres, quoi, sur la Canebière, avec ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Mais du coup, j'ai perdu un peu le fil là-dessus de ce que vous disiez. Non, sur le statut du peuple dans les régimes dans lesquels on vit, pour vous qui avez... D'oligarchie élective. Oui, ce qui se passe... Justement, ce qui est dénoncé par les Gilets jaunes, justement. Voilà, ce qui a été vraiment remis en discussion très fortement par les Gilets jaunes, mais peut-être si on élargit la séquence chronologique, peut-être qu'on a pris conscience de ça, je pense, depuis 2005, depuis le référendum. Sur le traité européen. Sur le traité de Maastricht, où on a eu donc un référendum, c'est-à-dire théoriquement un appel au peuple, avec cette idée que c'était à la totalité des gens majeurs de donner leur avis sur leur avenir. Et puis finalement, un Parlement qui a éradiqué, aboli, enfin qui est revenu sur cette décision du peuple. Alors, au nom du fait qu'ils étaient en effet élus, au nom de leur légitimité élective, mais aussi, peut-être on pourra à un certain moment revenir là-dessus, avec un argument de compétence, c'est-à-dire franchement le traité de Maastricht c'est très très compliqué, aujourd'hui, les traités avec le Canada, etc., c'est très très compliqué, donc vous êtes contre, mais en fait vous n'avez pas bien compris, et vous avez remarqué à quel point les gouvernants aujourd'hui ont un discours, quand ils ont un discours un peu de culpabilité, ils disent « Ah oui, on a mal expliqué, il faut plus de pédagogie ». Donc parce que, au fond, ce peuple, il ne comprend pas trop ce qui se passe, et nous, on a la compétence, et le peuple est incompétent. Et donc, une des manières dont il se légitime, c'est avec cette idée un peu technocratique de maîtrise d'une compétence. Et donc, peut-être que si on peut avancer une définition du peuple, ça serait
au contraire l'ensemble des incompétents. C'est-à-dire on est tous incompétents. Mais je m'explique, parce que peut-être ça paraît un peu l'ensemble. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait définir la politique non pas comme le lieu d'un savoir administratif, gestionnaire, technique, etc., mais comme un lieu de débat qui n'exige pas de compétences particulières, qui exige juste le souci du commun, qui n'est pas une compétence, c'est en ce sens qui est la compétence de tous, de toutes et de chacun. Très bien, merci. Non, mais je fais circuler la parole. Je me tourne vers Shaima Assabo. Alors, donc là, on a parlé du peuple dans un contexte qui est celui des démocraties occidentales construites au cours des 2 siècles derniers. Vous travaillez sur le cas égyptien et vous vous intéressez aussi plus largement à des contextes qui sont restés pour la plupart des contextes autoritaires. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des élections. C'est-à-dire il y a quand même le besoin, comme si même les autocrates, ou qui violent les droits de l'homme, qui ne respectent pas les libertés fondamentales, qui truquent les élections, même ceux-là ont besoin quelque part d'une onction populaire. C'est-à-dire que même on parle des démocraties, mais même dans les régimes autoritaires, c'est important d'avoir une validation du peuple autrement que juste l'acclamation. Merci. Je souhaite d'abord commencer par remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir fait venir de si loin, donc de l'Afrique du Sud. La question du peuple, démocratie, autoritarisme, élections en Égypte. Donc, il faut savoir que les premières élections présidentielles pluralistes, elles datent de 2005. Donc, quand on a viré Moubarak, en gros, en 2005, il était président élu. Pourquoi ils ont besoin de... il y a déjà l'étranger, il y a l'extérieur, on va dire tout ce qui est se légitimer face aux puissances occidentales, américaines, etc. Donc on a besoin à un moment donné de faire des élections. Avant 2005, c'était un référendum, ou ce qu'on appelait plébiscite. Donc c'était un président choisi par le Parlement, élu par le parti du président, avec un seul candidat en général, parce que c'était pas possible d'avoir autre personne, et en général on avait des pourcentages de 99%, ou 80% à la dernière élection de Moubarak. Donc je pense que même des régimes autoritaires, ils ont toujours besoin, parce que il faut savoir aussi que l'autoritarisme, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 50 pour faire la distinction entre démocratie et totalitarisme. Et du coup, les dirigeants autoritaires prêtent des choses qui viennent de la démocratie, parmi lesquelles les élections. C'est une vision très réduite de la démocratie. Donc ils ont besoin de ces élections pour se légitimer face à leur population, dire finalement, vous nous avez choisis en quelque sorte, mais aussi face à leurs partenaires étrangers, en quelque sorte. Et il faut savoir aussi que, l'Europe, les États-Unis ont toujours dit que Moubarak était élu dans des élections assez transparentes quand même. Albert Rogian, est-ce que le lien du peuple à la démocratie passe forcément par l'élection ? Alors je me doute que vous allez me répondre, non, pas que ça. Mais ce qui a interpellé, je pense, pas mal de gens, y compris dans les secteurs les plus militants, les plus activistes, c'est une tribune que vous avez signée dans Libération, donc avec Sandra Laugier, que je mentionnais tout à l'heure. Et c'était une tribune assez, avec une forme d'empathie, mais quand même assez critique des mouvements comme Extinction Rebellion sur le plan écologique. Et où vous disiez, tout ça est bien sympathique, leur cause est juste, et ça terminait sur un appel en disant mais au fond, tous ces gens-là devraient peut-être songer à se présenter aux élections. Oui, bonjour, j'aurais mauvaise grâce à ne pas remercier les organisatrices et organisateurs qui nous ont gentiment invités. Moi, je ne viens pas d'Afrique du Sud, donc c'était un peu moins coûteux.
Mais merci quand même. Alors, pour cette question de... Comment dire, il y a dans les motifs de mobilisation de ces dernières années un aspect, et donc on évoquait les Gilets jaunes, mais et Fabien Escalona évoquait l'ensemble des révoltes et des insurrections qui parcourent la planète aujourd'hui. Un fort sentiment de dégoût pour la politique, de rejet des organisations traditionnelles de la représentation. Par les organisations traditionnelles de la représentation, on vise en général les partis et les syndicats. Et par extension, il y a un rejet de la démocratie. On dit qu'est-ce que c'est que ces régimes où le peuple n'a pas le droit de parler, et donc sommes-nous vraiment en démocratie? Et certains vont jusqu'à diagnostiquer la fin, d'ailleurs je pense que c'est un peu le thème de ces journées, la fin de la démocratie. Et c'est quelque chose que, voilà, je peux dire à titre personnel, m'irrite beaucoup, pour une raison simple, et je vais la dire immédiatement, c'est-à-dire que si on veut écouter les revendications des personnes qui se mettent dans la rue et qui prétendent parler au nom du peuple, pour aboutir à réaliser les revendications qu'ils ont, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut demander, c'est la démocratie. Puisque accroître les libertés des individus, accroître les droits sociaux et politiques des personnes, c'est le projet de la démocratie. Et donc dire on est contre la démocratie, c'est plutôt prêter le flanc aux gens qui sont des ennemis de la démocratie. C'est des gens qui veulent des régimes autoritaires, qui veulent faire taire les populations et réduire les droits sociaux et politiques. Et donc le slogan on est contre la démocratie m'a toujours irrité pour ça. Et donc je veux rappeler que la seule arme dont nous disposons pour sortir de ces régimes que nous n'aimons pas, qui se nomment démocratiques, c'est précisément la démocratie. C'est une sorte de paradoxe, si on veut, mais voilà. Bien sûr, la démocratie, alors là, je ne peux pas être très très long, mais bien sûr que la démocratie ne se réduit pas au vote. Donc dans les livres que nous avons écrits avec Sandra Laugier, on essaie de donner une conception plus large de la démocratie qui englobe à la fois le côté institutionnel, c'est-à-dire le fait que nous ayons des institutions, un parlement élu, un président dont bien sûr on pourrait se passer, ça serait d'ailleurs préférable qu'on se passe d'un président, mais bon, pour l'instant dans les institutions françaises en tout cas, mais tournez-vous vers tous les pays européens, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup des présidents comme un président français. D'ailleurs, il n'y en a aucun. Mais nous vivons dans un monde avec des institutions. Ces institutions, elles ont comme principe, qui n'est pas un principe mauvais par essence, qui est que ce sont les personnes qui votent pour savoir qui vont être leurs représentants. C'est un outil, le vote, et la démocratie ne se réduit pas à cet outil dont on sait à quel point, je ne veux pas dire il est manipulé, mais à quel point il est devenu un objet pour des professionnels qui savent comment manier l'élection. Et l'élection a cessé d'être l'expression populaire ou l'expression de la souveraineté populaire depuis que des professionnels se sont emparés de la manière de gagner des élections, de remporter des élections. Un excellent exemple, c'est l'élection de Donald Trump, dont il ne faut jamais arrêter de dire qu'il a moins de 3 millions de voix que Hillary Clinton et qui pourtant devient président. Et il devient président parce que ses conseillers en stratégie électorale lui ont dit d'aller dans certains endroits. Alors j'enlève les manipulations de Steve Bannon et autres joyeusetés que l'extrême droite met en place pour essayer un petit peu de modifier les opinions. Mais toujours est-il que si on ne considère pas aujourd'hui que le vote... D'abord que la démocratie ne se réduit pas au vote, mais surtout que le vote est devenu un instrument de conquête de pouvoir qui est aux mains de conseillers en stratégie électorale, avec l'ensemble des phénomènes de communication qu'il y a autour. Je pense qu'on se trompe un petit peu, c'est-à-dire que si il faut se servir du vote comme eux se servent du vote. Et c'est en ce sens que la tribune que nous avons signée était un appel à dire arrêtez de dire on ne va pas aller au Parlement, mais c'est beaucoup plus simple, si vous voulez, pour changer les politiques que vous détestez, de les faire. Pourquoi est-ce que vous attendez que des gouvernements prennent, donc pour le cas d'Extinction Rébellion, l'Extinction Rébellion dit nous voulons que les gouvernements prennent des bonnes décisions,
Et le fait que nous soyons dans la rue ou que nous constituions des assemblées citoyennes fera que les gouvernements prendront les bonnes décisions. Et donc nous, très naïvement, nous avons dit, mais vous savez, un gouvernement défend des intérêts et c'est pas parce que vous allez lui dire prenez les bonnes décisions qu'il va les prendre. Et donc il y a un très très long processus qui consiste à dire, bon ben, les gouvernements ne nous concernent pas, c'est comme des entités qui seraient extérieures à nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un gouvernement. Voilà, ils sont là-bas quelque part, mais on va se mettre dans la rue et puis ils vont changer. Et nous, on a dit, c'est assez naïf, hein, et ça serait beaucoup plus rapide de prendre le gouvernement. Donc pourquoi ne le prenons-nous pas, alors que la démocratie nous permet, par l'exercice du vote, de conquérir des parlements. Et je le dis simplement parce qu'il y a un exemple qui est alors là très très proche de nous, qui est l'Italie, où un regroupement de citoyens ordinaires qui s'appelle les Cinque Stelle sont simplement aujourd'hui au gouvernement. Donc ce n'est pas une impossibilité dans la démocratie que des citoyens ordinaires se mettent ensemble, concourent aux élections, remportent les élections et siègent au gouvernement. Donc voilà, on défendait l'idée d'un circuit court vers le changement de politique qui consiste à voter, prendre le Parlement et prendre le gouvernement. Mais je dois dire, la question, effectivement, elle est un peu provocatrice. C'est parce qu'aucun d'entre vous, je pense, dans cette salle, considère que ce que je dis a un quelconque degré de réalisme. Tout le monde dit, ce type, il dit des choses n'importe quoi. Mais c'est ça la question. C'est pourquoi on n'y croit pas. Ok. Déborah, vous vouliez réagir ? Oui, moi je trouve très intéressant de dire que la démocratie ne se réduit pas au vote. Je pense qu'on peut vraiment creuser ce sillon, mais peut-être aussi même, j'irais jusqu'à dire que la démocratie n'existe qu'en dehors du vote. J'explique un peu pourquoi je prends ma casquette d'historienne et pour dire qu'en fait, quand se mettent en place les systèmes représentatifs par la Révolution américaine, la Révolution française, en fait, tous les gens donc, qui sont à l'origine de nos systèmes politiques, institutionnalisés aujourd'hui, ne se disent pas du tout démocrates. Au contraire, ils ont une sainte horreur du peuple, qu'ils appellent souvent la populace. Et notamment, enfin, pendant la Révolution française, prendre ce que je connais un peu moins mal, les gens veulent construire une république, pas du tout une démocratie. Et ils ont en tête, non pas le modèle grec, qu'on nous présente toujours comme l'origine de la démocratie. Ils n'aiment pas du tout les Grecs. Alors chez les Grecs, Sparte, ça va. Bon. Mais le modèle qu'ils ont en tête, c'est Rome. C'est la République romaine qu'ils voient comme un système équilibré entre une participation du peuple, mais aussi un pouvoir fort, un chef, et une forte présence d'élites, soit économique, soit dite naturelle, l'élite de la compétence. Et c'est la même chose en Amérique. John Adams disait qu'il fallait, il écrit un texte qui s'appelle Defense of the Constitution à la fin du XVIIIe siècle, et il dit non, nous ce qu'on construit, c'est un système républicain où il faut un chef et des élites. Et il y a des gens à ce moment-là qui se disent démocrates, peut-être quelqu'un comme Thomas Paine, et ces gens-là sont extrêmement marginalisés. Donc je pense que les systèmes dans lesquels on est aujourd'hui, c'est un peu par un abus de langage qu'on appelle ça une démocratie, c'est des républiques. Et en fait, alors comment est-ce qu'on en est arrivé à appeler ça des démocraties? C'est qu'au XIXe siècle, le droit de vote a été de plus en plus élargi et les paysans, les artisans, tous ces gens qui jusque-là étaient vraiment méprisés par les classes politiques au pouvoir, se sont trouvés, c'est un peu ce que disait Albert Augien, c'est-à-dire se sont trouvés en position de décider du destin politique, enfin du maintien en place de ces politiques professionnelles. Et ils ont commencé, en effet, enfin les politiques ont commencé à finalement, comment disait Albert Augien, à
manipuler le vote, et une des formes de manipulation, c'était de dire, bien sûr, on construit un régime pour le peuple. Ce qu'on construit, c'est une démocratie. Et là, le terme de démocratie a commencé à être accepté et répandu par les élites. Après, il a d'autres sens, bien sûr, pour les vrais démocrates, mais on y reviendra. Oui, Shaima Sopo, je profite de ce que vient de dire Deborah Cohen, puisqu'elle a eu cette formule, la démocratie existe en dehors du vote et la capacité des élites à manipuler le vote. Il me semble que dans les contextes autoritaires, ça se retrouve aussi. Alors, votre terrain, c'est l'Égypte, mais alors, ça me faisait penser quand même au cas algérien, parce que là, on accorde, entre guillemets, une élection au peuple après tant de semaines de mobilisation, mais la plupart des gens continuent à aller dans la rue le vendredi en disant non, ça ne va pas, on n'a pas le temps pour s'organiser, on nous propose des candidats qui en réalité font partie du système. Donc comment trouver un débouché parfois aux révoltes, et est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un débouché traditionnel aux révoltes? Justement, je pense que l'un des problèmes de l'Égypte, par exemple, et aussi je pense que dans d'autres pays, c'est que en 2011, quand il y a eu la révolution, et même avant toute la demande de l'opposition contre Moubarak, pour mettre fin à l'autoritarisme, c'est qu'ils ont dit il faut changer la constitution, il faut avoir des élections libres, il faut avoir des élections pluralistes, la possibilité d'élire un président, c'est-à-dire que l'ensemble de la population a le droit de choisir son représentant. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a cette réduction de la démocratie au volet représentatif ou le volet juste du vote. Et c'est tout le problème, par exemple, qu'on va s'apercevoir en 2012 au moment des votes des frères musulmans, l'élection de Mohamed Morsi. Qui est le président élu du président parti des frères musulmans. On va appeler ça... l'Égypte a fait une transition démocratique alors qu'il n'y avait rien de démocratique. Il faut savoir que c'est des élections qui étaient organisées sous le pouvoir du Conseil suprême des forces armées, qui avait... on a dit que c'est une révolution en 2011, mais techniquement, l'armée a pris le pouvoir. C'est eux qui organisent les élections, avec plein de négociations qui ne sont pas exposées au peuple. Et à un moment donné, donc il y a ce président qui est élu grâce à des mobilisations populaires, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'élection. Il est choisi parce que face à lui, il y avait un ancien membre du régime de Moubarak. Donc en gros, le problème de ce genre d'élection présidentielle, mais je pense que c'est pas juste en Égypte, c'est aussi dans d'autres contextes, on choisit en quelque sorte le pire, le meilleur des pires, on va dire ça comme ça. Et on a élu donc Elie Morsi, sauf qu'il y a eu des protestations après. Donc on a dit, est-ce que c'est légitime de virer un président élu ou pas? Il y a eu des mobilisations, manipulées, tout ce que vous voulez. On a eu quand même, il faut juste rappeler qu'entre 2011 et 2014, on a à peu près 4 présidents, 2 en élection, 2 en transition, 3 assemblées constituantes, 2 constitutions. Donc voilà, il y a plein d'institutions qui étaient formées, etc. Mais fondamentalement, dans un contexte comme le contexte égyptien, il y a eu cette manipulation. Je veux dire, pour moi, c'est assez facile de manipuler les institutions. C'est moins compliqué, même si ça arrive, de manipuler la présence de gens dans la rue, même si ça peut être manipulé. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a dit en 2013, oui, il y a eu une manipulation dans la rue, il y a des gens, c'était par l'armée, sauf que c'était pas vrai. C'était pas vrai, il y avait des gens qui étaient anti-frères musulmans, il y avait des gens révolutionnaires, mais il y avait des anti-révolutionnaires, et c'est tout le problème de la complexité de manipuler la rue en contexte autoritaire, alors qu'on peut plus facilement manipuler les institutions. Pour avancer, aborder d'autres aspects, on disait que Deborah Cohen disait que le mot de démocratie avait changé de sens, que le sens avait glissé par rapport à la fin du XVIIIe siècle.
Alfio Mastropaolo, je voulais vous poser la question sur le terme, alors pas de peuple, mais le terme de populisme, parce que voilà, quand on parle de peuple en démocratie, on ne peut pas échapper à ce mot qui est partout. Alors tout le monde en parle, mais quand on demande de le définir, là on n'entend plus personne, ou alors on entend justement des voix cacophoniques, donc c'est très dur de s'y retrouver. Est-ce que vous repérez, vous aussi, un glissement de sens au fil du temps ? Bon, le mot populisme, c'est un mot abusé qu'on utilise depuis le 19e siècle, qui a été utilisé en Russie, qui a été utilisé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un mouvement démocratique qui a duré longtemps, jusqu'aux années 30, en plus qui a été considéré pour longtemps équivalent de la démocratie. Le populisme, le mouvement populiste, Franklin Roosevelt était considéré un populiste, par exemple. C'est-à-dire un président était considéré, accusé d'être pas accusé, il était apprécié comme populiste. Kennedy a été considéré populiste, Johnson a été considéré populiste. Puis ensuite, à un certain moment, dans les années 50, le mot change, ça devient un terme qui sert à stigmatiser des phénomènes politiques qui ne plaisent pas. Et on commence à l'utiliser d'une manière contre. On commence à identifier, par exemple, le populisme avec le macartisme. Le macartisme est identifié, le populisme, c'est quelque chose d'incertain qu'on utilise pour identifier des mouvements comme le nasserisme ou le régime de Sukarno, etc. Il est importé en Europe, il revient en Europe dans les années 80. Je crois que l'article de Stuart Hall que je citais, c'était de 1981. Stuart Hall utilise le mot populisme pour indiquer la politique du Parti conservateur anglais, la politique du thatchérisme. Et puis ensuite, c'est Taguieff qui cherche un nom pour appeler le Front National. Il ne sait pas comment l'appeler. C'est une belle question parce qu'en France, comme dit Michel Debré, la France est allergique au fascisme et donc on ne pouvait pas dire que le Front National c'était du fascisme, bien que les liens avec Vichy, avec l'Algérie française, avec l'extrême droite française étaient extrêmement forts. Et donc on commence à changer ce nom et ça a une fortune extraordinaire. Et on commence à construire. Moi, j'ai dit quelquefois que c'est une invention des spécialistes du populisme, le populisme. L'Union européenne a financé énormément de recherches pour comprendre ce que c'est le populisme. En fait, si on va voir, maintenant, il y a un peu un discours sur le populisme de gauche. On a construit aussi un populisme de gauche, notamment en Espagne, c'est le parti Podemos se considère un parti populiste. On dit, l'analyse marxiste, ça ne marche plus. On ne peut plus rassembler des classes. Et donc, il faut rassembler de quelque façon le peuple contre les élites. Mais en fait, le véritable populisme de droite, c'est l'extrême droite. C'est quelque chose qui n'est pas exactement le fascisme. Mais on ne peut pas imaginer de revenir au fascisme, parce que le fascisme, c'est quelque chose qui se passe dans les années 20, dans les années 30, après la mobilisation après la guerre mondiale, avec, des milliers d'officiers démobilisés, de militaires démobilisés, c'est autre chose complètement. Mais quand même, des idées, c'est le sang, moi je me permets de dire, c'est le retour, de l'Europe réactionnaire, de l'Europe contre les Lumières. Cette réaction, c'est ça au fond. Mouvement. Et ces mouvements, c'est aussi des mouvements qui ont des racines populaires. La Vendée, c'est un phénomène populaire, c'est pas uniquement un phénomène d'élite, il ne faut pas oublier ça, donc c'est hyper important cet aspect. Et donc, en quelle façon les universitaires ont construit le populisme? Ça m'amuse beaucoup, parce qu'ils ont commencé à tenter de reconduire le populisme à la démocratie. Dire, mais après tout, ce populisme-là, c'est une idéologie souple, c'est pas une idéologie forte, il est compatible, ils acceptent les règles démocratiques. Mais ils acceptent les règles démocratiques, mais ils changent l'esprit de la démocratie. Ça, les partis populistes, on peut le voir. Le changement, comme je disais, du démos à l'ethnos, par exemple, c'est quelque chose d'absolument incompatible avec la tradition démocratique. La démocratie est un concept par partout. Quelqu'un disait ce matin, c'est une boîte vide. On peut la remplir. La démocratie a beaucoup besoin d'adjectifs pour être comprise. Mais quand même, alors si on prend ce qu'on a entendu, démocratie, après le fascisme, dans les années 40, 50, après la résistance, etc.,
les partis populistes sont la négation de ce genre de démocratie, de cette tradition démocratique. Et il faut le savoir. Et c'est une négation, personnellement, que je considère extrêmement réactionnaire. En tentant de dédramatiser, de banaliser le populisme, je crois que les universitaires ne rendent pas un bon service, à la démocratie. C'est ça. Alors, justement, parmi toutes les interprétations possibles du populisme, il y en a beaucoup qui insistent sur le fait que c'est toujours relié à une crise de la représentation qui intervient de façon régulière dans l'histoire des démocraties. On parlait des 1 an des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont des revendications qui consistent à, justement, parfois, sinon court-circuiter ou enrichir la démocratie par des nouveaux droits politiques. Ça a été la fameuse revendication du référendum d'initiative citoyenne. Il y a d'autres pistes qui sont suivies, qui sont reprises des fois par des acteurs très dominants. Hein. Le tirage au sort, par exemple, qui a été employé pour faire par exemple, la convention climat. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ce week-end que c'est en train de se dérouler. En tout cas, il y a des sessions régulières de cette convention climat où des citoyens tirés au sort réfléchissent à comment la France pourrait s'adapter pour remplir ses objectifs climat. Si on prend ces deux exemples-là, le RIC et puis le tirage au sort, est-ce que ça vous semble des bonnes pistes pour permettre au peuple d'être davantage présent, d'être davantage impliqué en démocratie? Je commence peut-être par vous, Albert Rogian. Je vais juste reprendre ce que j'ai dit auparavant. Je pense que ce sont le RIC et le tirage au sort, ce sont plus particulièrement le RIC, je tiens plus au tirage au sort. Ce sont des choses ce sont des outils qu'on peut ajouter à la panoplie, mais quand même le premier outil, c'est s'emparer du bulletin de vote. Parce que c'est assez étrange de laisser cette place vide qui est occupée par les personnes dont, qu'on le veuille ou non, on les crédite de la compétence à pouvoir diriger des pays. Or, je conteste que ces gens aient une compétence pour diriger les pays. Et donc, je pense que les citoyens ont plus de compétences, nonobstant ce que Deborah Cohen a dit, ou en tout cas ce qu'on appelle, Sandra et moi, de la capacité politique à diriger des pays. Au moins, ils en ont au moins autant que les gens qui nous gouvernent, car si les gens qui nous gouvernent avaient une compétence politique quelconque, est-ce qu'on serait vraiment dans l'état dans lequel on est actuellement ? Donc voilà. Il est bien possible que les gens qui gouvernent ou qui prétendent avoir les titres pour gouverner ne savent pas très bien comment il faut faire. Donc le premier outil de la démocratie, et encore une fois, bien que ça puisse se choquer, c'est quand même s'emparer du bulletin de vote. Je sais toutes les difficultés que ça comporte, en particulier pour qui voter. Mais enfin, on est à Marseille et j'espère que vous voterez tous pour une liste commune qui me tient beaucoup à cœur et qui... Bon, c'était un succès facile, je sais. Mais voilà, le moment dans lequel on est, me semble-t-il, c'est un moment où on découvre une chose à laquelle Sandra Laugier et moi nous tenons beaucoup. C'est qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de définitions de la démocratie. Mais on a essayé d'en donner quelques-unes en plus. Mais il y a une chose qui est vraie et qui est peu dite, et même qui est souvent contredite. C'est que la démocratie, c'est un système qui repose... Alors peut-être la démocratie dans son idéal, mais bon. Mais je pense que la démocratie dans sa réalité, c'est un système qui repose sur une double légitimité. La première, c'est la légitimité des urnes, c'est-à-dire l'élection. Mais la seconde légitimité, c'est la légitimité de la rue. Et souvent, on oppose les deux. En particulier, les gens qui sont élus disent « mais ce n'est pas la rue qui va dire ce que les représentants doivent faire ». Eh bien, ils ont tort, vous le savez très bien. C'est-à-dire que la légitimité de la rue, bien sûr, elle est souvent ramenée à l'émeute, à des gens dépenaillés, ignorants et soûls, qui essayent de s'en prendre aux institutions de l'État ou qui essayent de taper les journalistes et les représentants. Mais en fait, c'est pas ça. La rue, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Alger, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Rio de Janeiro, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Santiago du Chili. C'est ça la rue. C'est des mouvements qui ont une légitimité parce que la revendication qu'ils portent est juste et elle est reconnue comme juste par une grande majorité de la population, même si une grande majorité de la population ne descend pas dans la rue. Et bien sûr, la rue modifie
considérablement l'organisation des pouvoirs publics, donc les personnes qui dirigent. Donc, ce que Fabien demande, c'est quelque chose qui est particulier. Moi, je trouve le RIC n'est une réponse à rien. Et je profite de cet auditoire pour le dire. Et ça ne répond à rien pour une raison simple, c'est que chaque jour, quand vous ouvrez le journal officiel de la République, il y a à peu près 1000 ou 1200 décrets et lois qui sont édictés et qui orientent notre vie. Un RIC, ça met à peu près 3 à 6 mois pour se développer, pour se discuter, pour se voter. Et on votera sur une loi. Donc des RIC, on peut en utiliser 1 ou 2 par an. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les autres décisions qui nous accablent et qu'on laisse comme ça entre les mains des gouvernements? C'est pour ça que je dis que c'est un pis-aller, c'est un dérivatif. Le peuple ne s'exprime pas parce qu'on lui donne la parole sur une loi, sur un texte. Il faudrait qu'il gère l'ensemble des textes qui régissent nos vies. L'ensemble des services publics tels qu'ils sont dégradés aujourd'hui, ça passe par des décrets et des réglementations qu'on ne regarde pas. Alors, je continue maintenant pour me tailler un nouveau succès facile, mais on verra le 5 décembre ce qui se passera avec la retraite. Est-ce que les gens dans la rue arriveront à faire céder un projet ridicule? Oui. C'est une question ouverte pour tout le monde, donc... Oui, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur cette idée que la démocratie, c'est le règne des incompétents, parce que je voudrais surtout pas être mal comprise là-dessus. Je veux dire qu'en ce moment, on est rentré dans un système où on nous explique que ceux qui doivent choisir sont des gens qui ont un savoir technique. Et moi, je pense qu'en effet, il y a un savoir élaboré qui est savoir ce qui est bien pour le commun. Et ça, mais ce que je veux dire, c'est pas un savoir technique, c'est en ce sens que ça ne relève pas de compétences. C'est ça que je voulais dire. Et cette idée que la politique serait un savoir technique, ça vient de loin, ça vient des Lumières, ça vient du 18e. C'est à ce moment-là qu'on commence à expliquer que le pouvoir suppose un savoir. C'est lié à toute cette croyance en la science. Et de bonne foi, les hommes... on pourrait dire les hommes et les femmes, mais non, surtout les hommes des Lumières, vont dire que voilà, ils vont trouver des savoirs qui vont permettre le bonheur commun. Or, en fait, justement, qu'est-ce que ça peut être que le peuple? Je pense justement, ça serait des groupes différents qui mettraient ensemble leur conception de ce qu'est le bonheur commun et de ce que sont les moyens pour arriver à ce bonheur commun. Or, évidemment, quand même, c'est compliqué parce que, justement, le peuple n'est pas unifié, il est fait de groupes très différents qui ont des idées différentes sur ce que doit être le bonheur commun, qui ont des particularités. Et le terme même de peuple qui revient, ça fait pas très longtemps quand même qu'on recommence à utiliser ce terme de peuple par rapport, vous l'avez dit, aux usages qu'on pouvait faire autrefois de prolétariat ou enfin voilà d'autres définitions qui étaient plus spécialisées. Peuple vise à mettre ensemble. C'est la manière dont définissent Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, mettre ensemble des demandes qui sont particulières, à mettre en équivalence des demandes de groupes différents, des demandes d'égalité. Alors, c'est pas pour du tout faire... expliquer que le populisme que définissent Chantal Mouffe et Ernesto Laclau serait la solution. Je pense que, personnellement, c'est pas mon idéal parce que, en fait, justement, cette mise en équivalence des différentes demandes d'égalité, des différentes options pour le bien commun, eux, ils et elles pensent que ça va quand même être très, très, très compliqué et qu'au bout du compte, je simplifie quand même beaucoup leur pensée, mais au bout du compte, on va avoir besoin d'un chef qui soit le nom qui unifie tout ça.
Donc ça, c'est là qu'on en vient à un populisme qui peut aboutir à un populisme autoritaire. Mais, et je ne fais pas plus long, mais ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est quand même cette idée que peuple serait fait d'une multitude, d'une diversité de conceptions du bien commun. Et on le voit très bien dans le mouvement des Gilets jaunes. Au début du mouvement, on a essayé de le localiser, de l'assigner à une sociologie bien particulière. Oui, c'est les gens des périphéries, ça. Non, en fait, c'est l'extraordinaire diversité sociale quand même de ce mouvement qui frappe, et où chacun essaye de mettre en commun sa vision du commun. Ah mais alors, justement, comment mettre en commun ça? Et c'est ça qui est très intéressant. Et je pense que, donc, je finis juste vraiment, justement, on n'a pas besoin d'un chef pour faire ça, mais cette invention, elle va se faire, je dirais, en marchant au cours du mouvement. Alors, vous avez commencé à répondre, mais j'aimerais insister un peu auprès de vous et puis de tous les autres invités qui veulent intervenir sur cette question. C'était ma question initiale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que la République, historiquement, s'est construite contre la démocratie comme vrai pouvoir du peuple sur lui-même, une fois qu'on a dit que le vote, ça suffisait pas, on peut le défendre, mais en tout cas, qu'il faut d'autres formes d'intervention, d'implication populaire, lesquelles, quoi. On a cité, donc, Albert Rougéan était très sceptique sur le RIC, peut-être un peu moins sur le tirage au sort. Vous, quels seraient des dispositifs concrets, en fait, pour que le peuple retrouve une place plus forte en démocratie, quoi. Question ouverte pour tout le monde. Oui, je pourrais beaucoup parler, là. Je peux répondre, mais pour moi, la question. je peux bien. Moi, j'ai une petite anecdote, en fait, sur les élections, référendums, etc. Au moment où il y a la discussion du référendum, la Constitution, en 2013, donc la Constitution sous le gouvernement des Frères musulmans. Les autres forces politiques égyptiennes, on va dire, bon, c'est assez compliqué de réduire à islamiste, non islamiste ou laïque, parce que bon, c'est pas assez tranché en Égypte comme ça. De même aussi que je pense que c'est l'autre table ronde droite-gauche, donc aussi c'est pas assez tranché en Égypte. Donc il y a eu cette constituante plus ou moins dominée par les frères musulmans et les salafistes, et donc les autres forces politiques craignaient un peu une constitution assez islamiste. Donc pas mal d'intellectuels, écrivains, des gens très progressistes, intellectuels égyptiens, etc., ont demandé que on devrait exclure les analphabètes, parce que bon, il faut savoir qu'en Égypte il y a un taux d'analphabétisme encore, qu'il fallait exclure les analphabètes du vote sur la Constitution, parce que c'était assez technique pour que ces gens-là puissent comprendre. Et du coup, il y avait une crainte qu'ils soient manipulés par les frères musulmans. Donc il y a cette tendance toujours d'infantilisation du peuple aussi. Donc voilà, c'est mon anecdote. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres moyens pour inclure le peuple dans le gouvernement, en quelque sorte. C'est peut-être été... ça s'est passé sur une façon ou sur un contexte très réduit sur la place Tahrir, avec ces discussions assez intéressantes à la prise de décision un peu de façon horizontale. Mais ça reste qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir dire... Nous, on vous représente, en fait. Nous, on est les représentants du peuple. Parce qu'à ma connaissance, sur la place Tahrir, il n'y a aucune personne qui est sortie vraiment de la place ou de ce mouvement populaire à aller négocier l'avenir du pays. Ça restait l'opposition qui était là, qui était toujours en lien avec l'ancien régime. Même s'ils étaient opposants, c'est eux qui se sont dit « Allez, nous, on va représenter le peuple, on va aller négocier au nom du peuple. » Et au lieu de négocier les questions sociales, économiques, etc., ils ont simplement négocié des questions de constitution, de réforme politique, où on a tendance à exclure le peuple, en quelque sorte. Mais je voudrais juste revenir sur cette question de légitimité des urnes et de rue. Je ne sais pas si vous considérez... J'ai
pas très bien compris si vous les opposez ou finalement vous considérez que c'est pas une opposition. Parce que moi, je ne sais pas, par rapport à mes recherches que j'ai fait sur l'Égypte, j'avais l'impression qu'au moment d'un processus révolutionnaire, il y avait énormément une opposition entre légitimité des urnes et légitimité de la rue, et en quelque sorte le fait qu'on essaye de faire des élections, c'était une sorte c'est une manière de contenir une révolution et la bloquer en quelque sorte en disant « Ok, vous allez voter. Vous maintenant, vous n'êtes plus dans la rue, il faut aller aux urnes. » Oui, mais enfin bon, c'est un peu compliqué. C'est pas une opposition. Je pense qu'il y a deux formes de légitimité, et puis il y a des moments où elles se séparent, et il y a des moments où elles se retrouvent. Voilà. J'ai toujours une conception très dynamique des choses, et pas une conception figée. Je dis pas, il y a d'une part l'élection qui va mettre un terme à la vie politique d'un pays. C'est absurde. La vie politique d'un pays, elle continue malgré les élections. Les revendications s'expriment sous mille et une formes. La société bouge, elle va faire changer les gouvernements, elle va faire changer les législations. C'est comme ça que le droit de l'avortement est né, le mariage gay. Enfin, toutes les grandes avancées des droits sociaux ne sont pas venues des parlements. Sinon, ça se saurait. Les libérations nationales sont venues du combat armé et pas de la décision d'un leader qui avait l'idée qu'on serait libre un jour. Donc voilà, là, c'est empiriquement reconnaître le fait qu'une élection, elle a effectivement, je pense, le statut que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un certain moment d'ébullition, de discussion dans la société, que ce soit dans la rue, vis-à-vis des formes institutionnelles qu'on a, l'élection à un moment apparaît, mais je pense qu'elle apparaît dans des milieux, dans des multiples endroits, comme un moment où on va dire, bon, on a assez débattu, pour autant qu'on ait assez débattu. Hein. Donc il ne faut pas confondre le référendum et le plébiscite. Il faut pas, voilà. Donc quand on est sur la place Tahrir, si on fait un vote, évidemment qu'il ne va pas être génial. Mais par contre, si on laisse 6 mois de délibération collective, ça va être différent. On peut imaginer ça à peu près. Et donc souvent je dis aux gens qui sont contre le référendum en disant que c'est un abus de pouvoir, et je pense que dans la salle vous serez tous d'accord, personne ici ne dira que le référendum de 2005 sur le traité de Maastricht a été une mascarade. Tout le monde dira que c'était quelque chose de bien, même si on a été floué après. Mais le référendum lui-même, tout le monde acceptera que la réponse qui a été donnée, elle était claire, et elle venait après un débat argumenté, qui a été long, qui a été riche, qui a été fort, aucune opinion a été écartée, et donc on se trouve devant ce référendum-là, devant une délibération collective, avec un résultat. Évidemment, ce résultat a été bafoué, et c'est une autre histoire, mais on peut dire que cette procédure-là a un caractère démocratique. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'était ça, oui, revenir sur le caractère de la délibération. Il y a des moments éruptifs où, effectivement, dans ces mouvements éruptifs, c'est dur de se mettre d'accord. Et les oppositions vont être violentes, et il faut l'accepter d'ailleurs. C'est l'histoire du monde, elle est faite ainsi. Hein. Un moment où, comme on dit, un peuple se soulève, on ne regarde pas les moyens. C'est-à-dire, alors, ce qui est magnifique actuellement, c'est que les peuples se soulèvent de façon totalement pacifique. On n'a plus besoin d'avoir des insurrections armées, on a des insurrections civiles, et on s'aperçoit que ça marche. Hein. Moubarak part, Ben Ali s'en va, et Piñera est obligé de changer la constitution. Donc c'est assez étrange. Bon, il y a eu un peu de violence au Chili, je suis d'accord. Enfin, donc Piñera, c'est au Chili, je m'excuse. Mais on voit ce qui se passe en Algérie, qui est un événement absolument majeur, et il faut absolument suivre de près ce qui se passe actuellement dans les rues d'Alger et voir ce qui se passera à l'occasion des élections. Si les élections se tiennent, ma préférence serait pour une abstention totale et massive à 0%, c'est-à-dire on verrait quel pouvoir a la légitimité, mais je ferme la parenthèse. Il faut comprendre que une chose importante dans l'idée qu'on a de ce que serait qu'une démocratie, c'est-à-dire où toutes les voix seraient entendues. L'idée de la démocratie, c'est l'égalité absolue entre les personnes. Chaque voix est égale à une autre voix, mais pas que dans les urnes, dans la vie. C'est pour ça que les mouvements MeToo, les mouvements féministes, tous ces mouvements qui demandent une égalité de parole sont des mouvements démocratiques. L'essence de la démocratie est là. Et une fois que le problème, évidemment, il est que s'il y a une multitude de voix, comment fera-t-on pour diriger vers une direction l'ensemble de ces multitudes de voix ? La seule solution qu'on a trouvée, je ne sais pas si elle est très bonne, c'est la délibération. C'est-à-dire on donne aux personnes la connaissance des dossiers et on dit parlez pendant 6 mois. C'est pour ça que j'aime bien le tirage au sort. C'est ce qui se passe pour la Convention citoyenne pour le climat. Mais
c'est pas juste comme ça un artifice, c'est de dire voilà les dossiers. Et là, pour revenir sur la question que Deborah Cohen citait, c'est très important de savoir ça, qu'il y a un savoir spécialisé de l'administration, de l'architecture, de la médecine, du travail. Bien sûr, en tant que citoyen ordinaire, pourquoi on irait potasser tous ces dossiers? On n'a pas besoin de le faire. Ce qu'on demande simplement, c'est que les experts nous donnent toutes les données et qu'ils ne les gardent pas pour eux, et que la délibération soit ouverte. C'est ce que permet le tirage, enfin les systèmes de tirage au sort, c'est on prend des gens, on leur donne tous les dossiers, les experts viennent, sont au service des gens, et ne se mettent pas en arrière-plan en disant bon, on sait ce qui est bon pour le peuple et on va le lui dire. On dit non, voilà les données, et c'est à vous de dire quelle va être la solution que nous préférons. Donc ce à quoi va ma préférence, c'est bien sûr à la délibération. Ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle des élites ou les gens qui ont un savoir spécialisé sont à l'écart de ça. Et bien souvent, je vais finir Fabien, et bien souvent, dans les mouvements de changement radical des sociétés, ce sont les gens qui disposaient de ce savoir et qui l'ont mis à disposition des populations qui ont emporté la mise. Donc il ne faut pas séparer les deux, mais penser à ce moment essentiel et important qui est la délibération collective sur des données qui sont apportées avec un temps qui est donné aux gens. Et en général, c'est le temps qu'on ne donne pas dans la démocratie. Je vous remercie. Alors, j'entends des tickets. 2005, c'est le référendum sur le TCE et Maastricht, c'était en 92. Hein, ça nous rajeunit pas trop. Alfio Mastropaolo, je vous donne le dernier mot avant qu'on passe aux questions. Mais peut-être pour rebondir sur cette histoire de tirage au sort, parce qu'on l'a pas beaucoup exploré, ça a été évoqué, finalement qu'il y ait une autre forme de représentation, une autre forme de délibération. Est-ce que vous, qui avez beaucoup travaillé sur les démocraties représentatives, c'est une voie qui vous semble intéressante, crédible pour enrichir la démocratie? C'est une question difficile à répondre parce que, je peux raconter un peu sur l'expérience italienne, mais avant tout, je voulais dire, il n'y a pas une crise de la représentation comme institution, je dirais. Parce que la représentation, après tout, elle marche assez bien, elle tolère même les partis populistes, elle réussit de quelque façon à les faire participer à la compétition démocratique. Et il y a une crise des partis, et il y a une crise des représentants. C'est pas une crise de la représentation en tant que telle. Il y a les représentants traditionnels, le Parti socialiste français, le Parti démocrate en Italie, la social-démocratie allemande, mais même les partis de centre-droit sont dans une crise assez grave. Et je voulais poser une question qu'on n'a pas touchée jusqu'ici. Il y a un lien très étroit, je pense, entre cette crise des représentants et les conditions de vie des sociétés occidentales. Il ne faut pas oublier ça. Les conditions de vie de toutes les sociétés occidentales se sont dégradées largement grâce au chômage, à la flexibilité, aux délocalisations, à la déindustrialisation, etc. Et on peut bien comprendre que les citoyens culpabilisent les élites politiques, les classes dirigeantes. C'est tout à fait normal qu'ils le font. Donc je pense pas que ce soit que c'est un problème, le problème de la crise des représentants puisse trouver une solution en changeant les systèmes de participation démocratique. On peut améliorer ces systèmes sans doute. Personnellement, je pense que la seule manière pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, c'est donner plus de compétences aux compétents, donc des politiques d'éducation nationale, d'instruction, des grands investissements dans les universités. C'était la grande idée de la Troisième République, qu'il fallait créer des citoyens et les porter à la hauteur de la République. Et c'est ce qu'on a fait. C'est le libéralisme 19e, 20e siècle, début 20e siècle, avait cette idée un peu qu'il fallait cultiver les gens. Il fallait les éduquer, l'enseignement. Et maintenant, ça, vous savez, l'état des universités, de l'enseignement, je ne sais pas en France, mais je crois que ce n'est pas très différent du cas italien. On dépense toujours moins, on se préoccupe fondamentalement de formation en fonction du marché, des exigences du marché. Aucune éducation qui soit une éducation critique, par exemple. Ça a disparu complètement de notre... Je vous remercie parce que je suis très sensible sur ce sujet, parce que je pense que c'est très important. Alors, quel est le problème? Pourquoi
il y avait les conditions des sociétés occidentales, s'étaient améliorées dans les années 50 et 60, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Bon, il y avait des raisons, disons, de développement, bon, c'était la fin de la guerre, il y a eu une contingence extrêmement favorable au développement économique, mais il y avait aussi une mobilisation des classes populaires. Les classes populaires étaient mobilisées par des contre-élites qui exerçaient une pression sur les élites politiques pour la redistribution. Il y avait des politiques de redistribution. L'État social n'est pas une invention, disons, bon, c'est pas une élargition généreuse des élites politiques, mais c'est quelque chose qui est né depuis le conflit social. Et le premier article de la Constitution italienne dit « L'Italie est une république fondée sur le travail ». Alors ça donne l'idée un peu quelle était l'importance du travail, de l'occupation pour une démocratie d'après-guerre. Et bon, à un certain moment, tout ça a changé. Les raisons pour lesquelles tout ça a changé, c'est un changement des élites politiques. Personnellement, je suis persuadé que c'est les politiques, les élites, les contre-élites qui faisaient pression, qui mobilisaient les gens, disons, ont changé sociologiquement. Ils sont devenus des administrateurs. Ils ont cessé d'être des mobilisateurs. Et donc, on a eu une grande démobilisation. Une grande démobilisation, l'abstention, le refus de la politique, le succès de l'antipolitique, c'est un autre phénomène très important. Alors, comment remplacer cette pression qui venait de la mobilisation organisée des partis politiques? Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de revenir aux partis politiques des années 50 et 60? Et là, je reviens à votre question. On peut inventer des dispositifs démocratiques alternatifs. À ce moment-là, franchement, mon imagination, mais moi je suis très faible de ce point de vue, j'ai pas beaucoup de fantaisie, je suis assez pessimiste de ce point de vue-là. Parce qu'on peut avoir de la mobilisation de rue, la mobilisation de rue obtient des succès, souvent réussit à interrompre un projet de loi, il réussit beaucoup dans le cas français. Par exemple, en Italie, les choses sont un peu différentes, parce que la France est un système bien plus rigide, et quand à un certain moment la rue se mobilise, bon, ça a des effets plus importants que notre pays. On verra ce qui se passe au Chili, on verra... En même temps, parce qu'il y a aussi... disons, ceux qui sont contre le changement, il y a ceux qui profitent de cet état de choses, l'ordre établi des choses, qui sont hyper puissants aussi. Le peuple est très partagé, hein, et il y a ceux qui sont dans une condition, disons, de désavantage, peut-on le dire? Ouais. Merci. Et il y a ceux qui sont dans une condition, qui profitent du monde vivant. Alors, comment faire? Et naturellement, c'est ceux qui ont le pouvoir... n'accepteront jamais de s'en changer les dispositifs démocratiques. Et la mobilisation de rue ne mène à rien. Et l'expérience qu'on a fait en Italie du mouvement 5 étoiles, je peux vous jurer, c'est le mouvement des incompétents. Ils sont réellement incompétents. Donc c'est des gens qui, on a l'impression, quand on les écoute à la télé, quand ils parlent, les ministres qui viennent de fermer leur journal qu'ils ont lu au café, parce qu'en Italie on achète très peu de journaux, donc, mais je pense que maintenant, même en France, ils lisent un peu de journal au café, ou parlent avec le taxi, le conducteur de taxi, ou dans le bus, etc., et ils viennent vous le raconter. Alors cette expérience des incompétents au pouvoir, je vous assure, est épouvantable. Alors... moi, je me refuse de croire à la démocratie des incompétents. Et c'est clair que la démocratie libérative, pour les classes cultivées, ça peut marcher très bien. Mais alors, il faut se battre pour que le nombre de ceux qui sont cultivés soit plus nombreux, s'élève. On n'a plus besoin de gens cultivés pour en sortir de cette condition. Jusqu'à les gens sont plongés dans l'ignorance, on n'ira à rien. Merci. Merci. Alors... il faut qu'on passe aux questions, mais j'ai mes invités qui veulent absolument réagir. Donc, attention, il va falloir être très très bref. Très bref, Déborah et Albert. Et ensuite, promis, on passe aux questions. Très bref pour réagir à la fois à ce qu'a dit Albert Rougien et ce qu'a dit mon voisin. C'est-à-dire...
je crois qu'il y a eu, là, on est un petit peu abstrait quand même. Là. Quelles seraient les bonnes procédures est-ce qu'il faut élire comme ceci? Est-ce qu'il faut un vote comme cela? Comment serait une bonne délibération? Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train d'évacuer là? Parce qu'on est bien au chaud dans notre jolie salle. Mais vous l'avez dit un petit peu. En fait, on ne peut pas parler de la démocratie sans parler, comme ça, en restant dans des questions politiques. En fait, la démocratie, elle est vraiment liée à ces conditions sociales. Et donc, et il faut dire clairement qu'il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas de délibération juste dans un monde injuste. Et donc, il faut vraiment prendre en compte ces conditions sociales. Et donc, notamment cette idée qu'il faudrait partager les savoirs, il faudrait qu'on nous mette au courant, etc. Oui, c'est très bien, mais pour ça, il faut qu'on ait le temps. Et donc, en fait, il faut, si on veut qu'il n'y ait plus une caste politique, technicienne, administrative et tout ce qu'on veut, il faut penser la réorganisation sociale. Et en fait, il n'y a pas de réorganisation politique sans réorganisation sociale. Aussi court. Alors, comme il faut un peu animer les débats et qu'il n'existe pas d'animation sans scandale, je trouve totalement scandaleux ce qui a été dit sur les Cinque Stelle, comme si Berlusconi était incompétent, ou Matteo Salvini, quelle compétence a Matteo Salvini qui est supérieure à celle de Di Maio, je ne sais pas, ou de Bonafede. Je ne vois pas quelle est la compétence extrême de Matteo Renzi par rapport aux gens qui dirigent actuellement le pays, que Giuseppe Conte, évidemment, qui est un type totalement anonyme, sorti d'on ne sait où, sauf qu'il était professeur de droit, mais vraiment un novice en politique, qui est le Premier ministre italien, qui est quand même le plus respecté d'après les sondages d'opinion actuellement en Italie. Donc je ne comprends pas très très bien pourquoi. Et je trouve scandaleux particulièrement de jeter l'opprobre sur des gens qui sont des incompétents parce qu'ils lisent le journal le matin. Allez demander aux Gilets jaunes s'ils sont incompétents. Bien, merci à tous les quatre.